Sur l'aspect juridique, je voulais tout d'abord me servir de l'actualité pour démarrer et vous livrer une réflexion sur, en tout cas un rapide commentaire sur la décision Google qui vient d'être rendue par la CNIL le 21 janvier dernier, donc c'est tout récent. Vous le savez, Google a été sanctionné à hauteur de 50 millions d'euros d'amende, puisqu'il s'agit d'une amende, pour avoir enfreint les règles du RGPD. Et c'est la première fois, il me semble, que le RGPD est applicable. Il y a eu d'autres sanctions, évidemment, rendues par la CNIL sur le fondement de la loi informatique et liberté, mais sur le fondement du RGPD lui-même, c'est la première décision qui est rendue, donc très intéressante. Sur quoi se fonde la décision ? Nous sommes dans un contexte de téléphone mobile portable Android qui fonctionne avec le logiciel, le système d'exploitation de Google. Et il s'agit des données personnelles rentrées par les futurs adhérents pour se connecter à ce système d'exploitation. Que dit la CNIL ? La CNIL, pour sanctionner Google, va identifier deux manquements à deux obligations qui sont fondamentales, à deux obligations issues du RGPD fondamentales. Le premier manquement, c'est un manquement aux obligations de transparence et d'information. Et le second manquement, c'est un manquement à l'obligation de disposer d'une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. Alors, manquement aux obligations de transparence et d'information, il s'agit des obligations fondamentales issues du RGPD. C'est l'article 12 du RGPD qui nous les enseigne. En fait, les informations qu'un responsable de traitement doit diffuser auprès des personnes concernées par les données personnelles doivent être claires, identifiées, doivent être accessibles, clair et parfaitement compréhensible. Or, en l'espèce, dans la décision de Google, la CNIL a constaté que les informations étaient totalement éparpillées dans des documents juridiques divers. Par exemple, en premier lieu, on a le formulaire d'accessibilité. Ensuite, on a la charte de confidentialité, donc pour le respect justement des obligations au titre du RGPD, mais également on a les conditions générales d'utilisation. Et ce qui a particulièrement marqué la CNIL, c'est qu'il fallait, au fur et à mesure des informations qu'on identifiait, dérouler différentes options pour arriver aux informations qui nous concernent. Donc en fait, un cheminement, un process extrêmement compliqué qui ne permet pas finalement à un consommateur moyen d'accéder à ces données pourtant importantes. Donc la première sanction, elle est sur ce fondement, manquement aux obligations de transparence et d'information. Le deuxième fondement, manquement à l'obligation de disposer d'une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité, parce que vous savez que Google utilise un certain nombre de ses services comme Google Play, comme YouTube, etc., pour identifier des données personnelles afin de publicité personnalisée. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces données pour identifier les habitudes des gens afin de les cibler. Et je vois Mehdi Taleb qui sourit parce qu'il doit connaître cette problématique. On identifie les habitudes des gens afin de leur communiquer, de les cibler en publicité. Eh bien, ce que dit la CNIL, c'est que Google n'a pas suffisamment identifié le traitement qu'il utilise, le traitement de données utilisé pour justement effectuer cette publicité personnalisée, et que en fait l'adhérent, enfin celui qui souscrit, la personne concernée, elle souscrit un bloc de consentement, c'est-à-dire elle consent à un bloc de traitement sans qu'il y ait une identification par traitement, et notamment le traitement de la publicité personnalisée. Et ça, c'est un manquement au RGPD, dans la mesure où le consentement doit être suffisamment éclairé, il doit être spécifique et il doit être univoque. Voilà, ce sont les deux fondements de la condamnation que je tenais à rappeler ce soir en introduction. La deuxième partie de mon intervention
va être consacré au sujet qui nous importe spécifiquement aujourd'hui, c'est-à-dire réseau de distribution et RGPD. Est-ce qu'il y a une spécificité à l'application du RGPD dans les réseaux de distribution? Comme vous le savez, je vais parler de franchise par facilité, mais c'est la même chose pour des têtes de réseau comme les concessions, comme dans les licences de marque, c'est la même problématique. Nous sommes en présence de sociétés qui sont indépendantes, qui sont des commerçants indépendants. Le franchiseur est un commerçant indépendant, le franchisé est un commerçant indépendant. Donc, à ce titre, ils ont les mêmes obligations vis-à-vis du RGPD en termes de gestion et de process de leurs données personnelles. Comment ça se passe dans un réseau de franchise habituel? Le commerçant indépendant qui est le franchisé au niveau local va recueillir des données de sa clientèle, des données classiques, que sont le nom de ses clients, ses habitudes, si c'est par exemple un restaurant de bouche, ses habitudes alimentaires, les heures à laquelle il consomme, etc. Donc toutes ces données, c'est le franchisé en premier lieu qui va les récupérer, les collecter. Et ce qui se passe en règle générale dans les réseaux de franchise, c'est que le franchiseur met en place un logiciel commun à l'ensemble du réseau pour fluidifier les relations entre les parties et la transmission d'informations. Donc c'est valable pour les logiciels de caisse, c'est valable pour beaucoup d'informations qui transitent, mais également c'est valable, ou en tout cas ça peut l'être pour des informations personnelles qui sont recueillies par le franchisé. Donc la question qu'on peut se poser légitimement, c'est premièrement, qui est responsable de traitement lorsque les informations sont transmises aux franchiseurs, et qui est responsable de traitement, comment on peut qualifier juridiquement chacun des partenaires, et est-ce que finalement le franchiseur n'aurait pas un rôle à jouer grâce au RGPD pour finalement jouer pleinement son rôle de franchiseur en tout cas. Je vais commencer par ça. Est-ce que le franchiseur, et ça j'en suis persuadé, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour lui de rendre un service supplémentaire très intéressant en termes de qualité à son franchisé en lui disant voilà, je vais t'aider à identifier le process qui te mettra en conformité vis-à-vis du RGPD. Pour cela, moi, les fichiers, je les connais puisque en tant que franchiseur, j'ai déjà été confronté à cela, à ces mêmes fichiers, puisque j'ai créé un magasin pilote dont l'objet de la franchise finalement est la réitération par le franchisé. Donc je connais parfaitement et pour cause ton métier. Donc je vais t'aider à te mettre en conformité. Je vais t'aider à voir s'il n'y a pas une analyse d'impact à faire, mais l'analyse d'impact, je l'ai déjà faite moi-même en amont. S'il n'y a pas une identification, une cartographie des traitements à faire, mais la cartographie, je l'ai faite en amont. Voilà, donc je vais t'aider en tout cas à rendre tous ces services. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'assistance technique et commerciale du franchiseur, et le RGPD, je pense, aide le franchiseur à apporter ce service. Et le deuxième point de réflexion, c'est de savoir quel statut a le franchiseur, quel statut a le franchisé. On peut dire que finalement, s'il y a une gestion commune d'un traitement commun entre le franchisé et le franchiseur, on peut dire, si les données sont remontées, finalement, il y a un traitement qui est unique. On pourrait imaginer finalement une responsabilité conjointe des opérateurs, franchiseurs-franchisés, qui est définie par le règlement général sur la protection des données et qui permet, lorsqu'il y a un écrit et lorsque c'est détaillé dans un écrit, de prévoir la responsabilité de chacun, le rôle de chacun dans le traitement de ce fichier. Donc là, on est dans une responsabilité conjointe avec un traitement unique. Mais à mon avis, ce n'est pas la solution la plus fréquente. Moi, je pense sur une deuxième solution, une deuxième qualification juridique, que serait la sous-traitance, en fait. Je pense que le fichier, il appartient en tant que tel au franchisé, puisque c'est lui qui recueille les données. Et en les transmettant au franchiseur, il est assez logique qu'il lui demande d'intervenir pour son compte en ce qui concerne la gestion de ces données. Donc la gestion au niveau
conformité au règlement, on l'a vu tout à l'heure, mais ça va bien au-delà. Ça peut être aussi la gestion au niveau marketing, c'est-à-dire confier, par exemple, aux franchiseurs cette possibilité de faire de la communication au nom du réseau avec les données du franchisé. Donc ça peut être la possibilité de faire des emailing, faire du e-marketing avec ces données-là. Donc là, le statut juridique qui est défini par le règlement, c'est le franchisé et le responsable de traitement, et il confie au franchiseur ce rôle de sous-traitant. En fait, c'est un peu une conception inversée par rapport à une approche naturelle qu'on pourrait avoir, mais je pense que c'est la meilleure qualification juridique qu'on pourrait donner. Et l'intérêt, bien évidemment, compris de tous, est d'une part de décharger le franchisé de l'organisation du RGPD et de la mise en conformité au RGPD, mais également pour le franchiseur de disposer d'un certain nombre de données qui vont lui permettre de faire de la communication réseau. Voilà. En conclusion, ce que je tenais à dire, c'est que cette formalisation doit être faite obligatoirement dans un contrat, le règlement l'impose. S'il s'agit de sous-traitance ou s'il s'agit de responsabilité conjointe, un écrit doit être rédigé. Et bien évidemment, à mon sens, l'écrit naturel de formalisation, ça me paraît être le contrat de franchise. Donc j'invite les franchiseurs, en tout cas ceux qui ne l'ont pas fait en tout cas, à prévoir dans leur contrat de franchise un avenant à leur contrat pour justement bien matérialiser cette transmission de données au sein du réseau et bien matérialiser le statut de chacun des membres. Voilà le conseil que je pourrais donner ce soir. Les organismes certificateurs, je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux parce que en fait, ça va être un recours finalement assez évident pour se dire que telle entreprise est en règle et qu'on peut commercer avec elle. Je pense que ça va être le meilleur moyen à l'avenir de fluidifier les relations entre les entreprises. Je voulais remercier tous les intervenants de leur participation pour ce débat très intéressant. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain afterwork de l'IREF qui se déroulera début avril. Nous lançons les afterworks de l'IREF à une fréquence régulière d'à peu près une fois tous les 2 mois. Et il s'agissait de la première et je pense que le sujet était intéressant. Merci et bonne soirée.